J'avais hâte de vous présenter la personne d'aujourd'hui. Ça fait quelques mois maintenant, je pense même un an, qu'on s'est dit, là, ça serait le fun de faire de quoi ensemble parce Oui. qu'on s'est rendu compte qu'on se ressemblait. Alors, je vous présente Hélène Brière. Donc, on applaudit Salut. virtuellement Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Hey, Hélène, dans le fond, on s'est rencontrés l'année dernière à l'intérieur du Mastermind avec Mélanie Fortin. Oui. Toi, tu parlais des multipotentiels que tu vas nous expliquer plus aujourd'hui. Puis, ben moi, je commençais à parler des indigos, là. Puis souvent, toi puis moi, on avait je dirais des vues communes Oui. hein, sur ce qui se Des attentes passait. crochées, oui. Oui. Oui, Ouais. exactement, exactement. Donc, je te l'ai dit là avant l'enregistrement, mais je suis vraiment contente de te recevoir dans la Le colocation Indigo. plaisir partagé. Oui, exactement. Alors, juste pour faire peut-être, tu sais, tu vas te présenter, mais moi, je vais aussi te présenter. Donc, Hélène, tu es en fait une coach professionnelle, 3000 heures d'accompagnement, tu sais, fait on est dans du high ticket Ça fait longtemps présentement. que je suis coach. Ça fait Oui, 13 ans maintenant ça aussi. fait 13 ans, c'est ça, Mhm. c'est ça. Fait que, on peut dire que tu sais de quoi tu parles. Oui. Donc, mentor, conférencière, je regarde mes notes là, simplement pour ne pas me Ouais. tromper parce que j'aime pas ça. Puis, je pense que ce qui t'apporte de plus en plus de joie, de bonheur, c'est d'aider les gens à designer leur vie sur mesure. Puis moi, j'ai bien aimé le sur mesure parce que je te voyais faire de la haute couture, là, tu sais, du Chanel, Ouais. du Christian Dior, puis tout ça. Tu sais, je te voyais faire de la haute couture. Puis c'est ça, aujourd'hui, tu vas nous parler des profils atypiques. Ouais. Profil atypique, pourquoi qu'on en parle dans la colocation Indigo? Parce que les indigos, on a des manières de penser atypiques. Hein? Je pense que vous avez comme on commence à le voir, on commence à le concevoir. Donc, écoute, Hélène, je te laisse la Je me place. présente rapidement pour un petit complément à ce que Chantal a dit. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler du design de vie des profils atypiques, des profils multipotentiels, créatifs, hors normes. Donc, je suis Hélène Brière, coach. Ça fait, comme je disais, 13 ans que je suis coach. J'ai accompagné au moins 1000 personnes, je crois, ces dernières années. Ce qui m'a beaucoup aidé à faire autant d'heures de coaching, c'est que j'ai été pendant 8 ans dans l'équipe d'un coach très connu, peut-être que vous connaissez, qui s'appelle Franck Nicolas. J'ai donc coaché pour lui des gens de partout dans le monde. J'adore aider les gens puis les accompagner. Et ma spécialité à moi, c'est vraiment les multis que j'appelle affectueusement. Multi étant les profils multipotentiels et atypiques. Je me suis associée cette année avec une fille qui est en Nouvelle-Calédonie. On a des projets que je vais vous présenter un petit peu tantôt sur les multis. Permettez-moi peut-être d'entrée de jeu alors de vous partager mon écran. Et on va commencer un petit peu à aller dans le sujet, donc du design de vie. Qu'est-ce que c'est ça, le design de vie des multipotentiels et des profils atypiques? Le design de vie, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà entendu parler de ça, le design de vie? Est-ce que c'est un concept nouveau? Je vous dirais, c'est un peu aussi l'idée de sortir des recettes magiques toutes faites qu'on essaie de nous faire croire. Là. Suis les étapes 1, 2, 3, 4, puis tu vas être heureux dans la vie. Moi, je ne crois pas à ça, surtout quand tu as un profil atypique, créatif, hors norme. Il n'y a pas de recette miracle. Donc, le design de vie, c'est sur mesure, puis c'est en constante évolution. C'est jamais terminé parce que cette année, je suis cette personne, mais l'année prochaine, je peux être une personne complètement différente parce que j'ai beaucoup évolué dans mon année, parce que j'ai vécu des grands moments de transformation. Vous savez, quand on vit des moments de crise, parfois on a l'impression qu'on régresse, mais en fait, ça nous fait beaucoup avancer et cheminer. Donc, c'est jamais terminé le design de vie. Mais moi, je ne m'intéresse pas juste au design de vie, je m'intéresse au profil atypique en étant un moi-même. Je vais vous partager d'ailleurs la photo de moi ce matin quand j'essayais de me préparer pour venir vous rejoindre. Je vous présente la photo que j'ai prise de moi parce que même sous ces dehors-là un peu ordinaires, vous allez voir que je suis un peu différente moi aussi de l'intérieur. Alors, me voici ce matin en train de me préparer pour aller au travail avec vous. En fait, c'est un extraterrestre qui est en train de repasser ses vêtements. Pourquoi? J'aime beaucoup cette image-là parce que je trouve qu'elle nous représente bien les gens atypiques. Oui, il faut comme se conformer pour fitter un petit peu dans la société,
Mais si on pouvait voir en dessous qui on est vraiment, souvent, surtout ceux qui sont normales, parce que nous, on se trouve pas anormal, mais ceux qui sont un peu normales puis qui essaient de nous faire entrer dans le moule vont dire « Ah, toi, t'es comme un extraterrestre. Ah, toi, t'es donc bien compliqué. Ah, toi, je te comprends pas. Tu fais toujours les choses pas comme les autres. » Donc, je voulais vous partager ce petit clin d'œil humoristique-là pour vous montrer que quand on est différent, c'est un peu normal de se sentir extraterrestre, mais si on était tous différents, finalement, ça serait les normaux. Tu sais, la majorité, si elle était toutes comme nous, ça serait les normaux pensants ou les normaux qui seraient un petit peu se sentir extraterrestres. Bref, atypique ou différente, je vais vous parler de singularité puis de la nouvelle normalité, en fait. Donc, je vous amène ma première, un peu peut-être, un petit peu, comment on dit ça? Pas insultante, mais frappante, en fait. Fuck normalité. Quand j'ai vu cette image-là, au début, ça m'a fait « Ah! J'aime donc bien ça. J'aime donc bien ça de dire ce mot-là, pas fuck parce que c'est un peu vulgaire, mais maudite normalité finalement. Hein, moi, je prédis d'ailleurs comme coach puis comme être humain un peu atypique que le hors norme est en train de devenir la norme. Des fois, on se sent un peu anormal parce qu'on est entouré de monde qui essaye de nous faire fitter dans un moule, qui essaie de nous rendre normal. Moi, je vous invite vraiment dans vos vies, si vous avez beaucoup ce sentiment-là d'illégitimité ou d'anormalité, regardez votre entourage, puis demandez-vous si vous avez assez de monde un peu flyé ou atypique comme vous. Des fois, c'est parce qu'on n'en a pas assez. Parce que souvent, on est un peu le mouton noir dans la famille ou on est l'enfant qui n'est pas comme les autres dans une famille. Il y en a toujours un dans les familles. Puis si on se compare au reste de notre famille, des fois, on est la seule personne qui est un peu comme ça. Et je vous dis, il faut sortir de ça, puis il faut se créer notre propre tribu, un peu comme vous faites avec Chantal dans la colocation. Mais aussi, en dehors de ça, trouvez-vous une tribu. Puis une tribu, ça n'a pas besoin d'être 10, 20 personnes. Des fois, c'est un petit clan de 3 personnes. N'hésitez pas à sortir de vos cadres habituels. Parce que si vous restez juste avec des gens normaux, ça va être dur de vous sentir normal. Parce que on va essayer de vous conformer. Est-ce que ça vous parle, ça? C'est important de s'aimer, puis de se choisir comme être humain plutôt qu'essayer de se changer pour plaire. Moi, j'ai déjà dit d'ailleurs, j'aime mieux mourir incomprise que passer ma vie à m'expliquer. Parce que si je suis toujours en train de me justifier, non, il faut choisir ses combats à un moment donné, mais c'est toute la notion d'amour de soi, ça, d'acceptation de soi aussi. C'est important de se mettre le bouclier de protection parce que tu arrives dans des milieux où tu n'as pas le choix d'être là. Comme dans le travail, il faut que tu gagnes ta vie, puis ça se peut que ton milieu de travail ne te ressemble pas. Mais je pense qu'il faut se protéger aussi beaucoup parce que des multis, je ne sais pas dans les indigos, mais je pense que oui aussi, il y a beaucoup d'hypersensibilité. Moi, j'ai une hypersensibilité totale. Tu sais, il y en a qui sont chanceux, ils ont juste, je ne sais pas, moi, l'hypersensibilité émotionnelle, moi, je suis à la lumière, à tout. Quand j'arrive dans un milieu de travail qui ne me convient pas, il faut que je sois capable de me protéger. Fait qu'il y a aussi cette gestion de l'hypersensibilité-là qui fait qu'on a un bouclier plus fort. Parce que sinon, c'est comme si on arrive là complètement nu. On n'a pas de protection du tout, hein. Puis ça peut faire que ça devient difficile de se lever le matin pour aller travailler. Et moi, c'est pour ça que je suis travailleur autonome maintenant, parce que j'en avais assez de mettre des couches de protection dans des milieux de travail qui ne me ressemblaient pas suffisamment. J'ai créé mon propre emploi pour ça, d'ailleurs. C'est tellement difficile parfois quand on est différent, puis de se faire un peu attribuer le rôle du mouton noir ou de la personne qui a toujours la chose à dire là, dans le travail, qui voit toujours la petite bébite ou qui voit des choses que les autres vont voir 2 ans plus tard. Là. Ça, c'est toujours bien fatigant. Mais d'où l'importance d'avoir notre tribu à nous, un endroit comme la colocation, puis comme d'autres endroits où on peut se déposer, puis là, on peut être juste nous-mêmes. On n'est plus obligé de forcer la game, on n'est plus obligé de faire semblant. C'est tellement important, les tribus puis les clans, là. Hein, rappelez-vous juste nos ancêtres, là, la notion des clans était très présente. Hein? Tu sais, dans le temps, là,
on gardait nos personnes âgées, on était cousus serrés. Là, on est devenu plus d'un monde individualiste, puis c'est pas très bon pour l'humain, ça. Moi, je pense qu'il faut se refaire des clans. N'hésitez pas à vous faire des petits clans, des moyens clans, des grands clans. Ça peut juste vous aider vraiment à aller mieux, puis à vous sentir plus normal, même si moi, je trouve qu'on n'est pas anormal. L'importance de la tribu, puis effectivement, quand les gens ne te comprennent pas, des fois, c'est parce que le clash est tellement grand, la différence est tellement grande, mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas correct. Ça veut juste dire que cette personne-là, moi, en tout cas, j'ai appris à dire, OK, qui j'ai en face de moi, puis comment je dois m'exprimer pour que la personne me comprenne. Parce que si j'essaie, il faut que je fasse mon bout de chemin aussi, là. Bien beau dire aux gens de me comprendre, mais moi, il faut que je comprenne aussi que les gens peuvent ne pas me suivre du tout, surtout que moi, j'ai 10 000 idées à la seconde, là, puis que je comprends très, très vite. Fait que même si tu m'expliquerais pendant 3 heures, ça fait déjà 3 heures que j'ai compris, là. Mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Donc, je reviens au diapo. Je pense que je vais le laisser comme ça va être plus simple à gérer. Je vous présente la deuxième. La deuxième image, c'est pourquoi être normal quand on peut être original? Pourquoi être normal quand on peut être original? Ça, c'est une phrase que j'utilise souvent aussi quand je fais des montages parce que ça veut dire quoi être normal dans le fond? J'ai-tu vraiment envie d'être normal, moi, dans la vie? Si tu me donnes le choix entre être normal ou original, c'est sûr que je choisis original. Parce que déjà, il y a le petit côté créatif qui me rejoint. Être original, ça veut dire aussi que j'ai 2 hémisphères cérébraux très connectés puis qui aiment se parler. Tu sais, des fois, au niveau du cerveau, on est soit un hémisphère gauche ou un hémisphère droit. Hémisphère gauche, très analytique, cérébral, cartésien, logique. Ça prend des preuves, puis tu sais, c'est un peu plat, ça. Mais c'est très utile quand on a besoin d'inventer des choses logiques. Ça, c'est l'hémisphère cérébral gauche. L'hémisphère cérébral droit, ben, c'est l'hémisphère plus de la créativité, de l'innovation, de l'exploration, de la sensibilité. Mais dans la société, souvent, on va rencontrer des normaux pensants. Bien, ils ont soit une préférence hémisphérique gauche ou droite. Fait qu'ils sont soit ben cérébral cartésien, on en connaît tous, hein, des gars, des avocats, essaye pas d'avoir de la créativité, là, ça passe pas. Ça, c'est vraiment hémisphère gauche. Puis tu as aussi les très droits, là. C'est des flyers, c'est des artistes. On les reconnaît, ces profils-là. Mais nous, les multis, puis les indigos aussi, on a comme les 2 hémisphères qui ont envie de s'exprimer, autant le gauche que le droit. Fait qu'on peut s'intéresser à des choses très décousues. Fait qu'on peut être très scientifique, rationnel sur des affaires, mais à un moment donné, on a le goût aussi d'être un peu plus artistique, créatif. C'est ça, des fois, qui mélange les gens parce qu'ils se disent, coudonc, t'es quoi, toi, dans la vie? On est un mélange des 2. Fait qu'il faut comprendre ça aussi, que la fameuse normalité, ça serait d'être soit je suis hémisphère gauche ou droit en prédominance. Puis l'originalité, ça serait, ben moi, je suis les 2. Je suis les 2. Puis des fois, c'est en même temps. Fait qu'essaie de me suivre parce que là, ça peut être mélangeant. Parce que des fois, je suis comme dans les 2 hémisphères en même temps, je me promène, là. Schlac, 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 comme ça. Puis là, la personne, elle est là, voyons, t'es rendu où, toi? Je te suis pas du tout. Au niveau des hémisphères cérébraux, il faut comprendre comment les gens sont câblés. Fait que pourquoi être normal quand on peut être original? Ben, j'aime bien ça, mon originalité, moi. Mais il faut quand même que je sois consciente que c'est pas tout le monde qui a le cerveau câblé comme moi. Puis, c'est pas tout le monde que ça va vite comme moi dans leur tête, par exemple. Je vais vous l'expliquer tantôt dans les profils de multi. Mais il faut aussi faire notre bout par rapport à ceux qui ne sont pas comme nous. Est-ce que je suis normale? Ou est-ce que je ne suis pas plutôt complexe ou compliqué? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire dire que vous étiez compliqué? Levez la main ceux que c'est déjà arrivé. T'es donc bien compliqué, toi. Moi, je me suis bien intéressée à un moment donné à attends un petit peu, là. Est-ce que je suis complexe ou je suis compliqué? C'est quoi la différence? Puis aussi, il y a les personnalités difficiles, mais ça, c'est une autre affaire. Mais moi, là, comme être humain, comme être atypique, hors norme, est-ce que c'est vrai que je suis compliquée? Ou si plutôt je suis complexe? Ah, qu'est-ce que ça serait la différence entre être compliqué et complexe? Pour moi, être complexe ou compliqué, c'est souvent la personne qui ne prend même pas le temps de me connaître qui va me dire ça.
Elle veut pas faire d'efforts dans le fond. Elle aime bien mieux me cataloguer. Ah, toi, t'es compliqué. Il n'y a rien à faire avec toi. Je te comprends pas. Je te comprendrai jamais. Moi, quand j'entends ça, je me dis, si la personne prenait le temps de savoir qui je suis, si elle s'intéressait le moindrement à moi, elle verrait que je suis pas compliquée. Mais c'est vrai que je suis complexe. Je ferais pas semblant de pas être complexe. Mais pour moi, la complexité, c'est comme, ben, j'ai pas juste une nuance de bleu, moi. J'ai du bleu pâle, du bleu moyen, du bleu foncé. J'ai des demi-teintes. J'ai des nuances. C'est ça pour moi être complexe. Mais pour moi, c'est beau être complexe. C'est pas négatif. C'est d'être, oui, multicouche, multi-étage, mais tellement en même temps de multiteintes, tellement de couleurs dans mon arc-en-ciel. Mais si tu t'arrêtes jamais pour venir voir c'est quoi, parce que toi, tu vis en noir et blanc puis tu n'aimes pas ça les couleurs, ben, catalogue-moi de compliqué si tu veux, je m'en fous. Moi, je sais que je ne suis pas compliquée. Mais c'est vrai que j'avoue que je suis complexe. Puis c'est vrai qu'il faudrait peut-être que tu prennes un peu de temps pour jaser avec moi, puis me découvrir, puis me connaître, et tu saurais mieux m'apprécier après. Moi, je suis rendue à 57 ans, puis j'en ai marre des gens qui me cataloguent. Ça m'a affecté une bonne partie de ma vie. Puis à un moment donné, je me suis dit de la merde. Tu sais, moi, mon slogan dans la vie, c'est mon nom, c'est Joe Meilleur. Si ça ne fait pas ici, ça va faire ailleurs. Ça, je répète ça depuis que j'ai 15 ans, je pense. Mon nom, c'est Joe Meilleur. Si ça ne fait pas ici, ça va faire ailleurs. Tu m'aimes pas, c'est plate. J'aimerais ça que tu m'aimes. Mais tant pis pour toi, tant pis, puis tant mieux pour moi, parce que si tu veux même pas prendre le temps de me connaître, ben ça va faire ailleurs. Mais ça, il faut développer notre confiance en nous puis notre affirmation pour être capable de faire ça. Parce que quand on est hypersensible, qu'est-ce qu'on fait? On aime tout le monde, nous autres. Comment, à 57 ans, justement, je pense que tu as l'expérience que nous, ben, il y en a qui n'en a pas ici, au niveau des deuils, au niveau tu sais, c'est bien beau avoir un slogan Joe Meilleur, mais tu sais, je te connais, tu es une hypersensible, il y a eu des moments où ça a été plus rough, plus dur. Ouais. Comment arrives-tu, toi, simplement, là, sans vouloir nous donner une recette, mais comment toi, tu y arrives à passer par-dessus ces deuils-là? Ben, la vie est faite de deuil, la vie est faite de haut et de bas. Tu sais, c'est comme si vous prenez un électrocardiogramme, regardez votre cœur battre sur un électrocardiogramme, c'est des hauts puis des bas. Fait que si dans la vie, on veut juste avoir les hauts, c'est parce qu'on est mort. On a une ligne droite. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. La vie, c'est comme les battements de cœur. Fait qu'il faut accepter les hauts comme les bas. Tu sais, la pensée magique, là, de pensée positive à tout prix, là, je vais me répéter des affaires positives jusqu'à temps que j'y crois. Ça ne marche pas parce que c'est pas vrai que la vie est faite juste de haut, juste de bon, puis juste de positif. La vie, elle a des mauvais moments. Puis comment je les accepte? Ben, c'est en acceptant que ça fait partie de la vie. Puis que quand j'ai un coup dur, ben, même si j'essayerais qu'il disparaisse, il est là. Puis j'ai quelque chose à apprendre là-dedans. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça va remonter, comme le cœur. Ton électrocardiogramme, il remonte. Fait que, mais au moins, je suis en vie. J'ai la grande chance d'être en vie. Quand j'ai la chance d'aller d'un haut et d'un bas de la vie, je suis vivante. Fait que faut arrêter de vouloir nager contre le courant puis vouloir juste le bon que la vie peut nous amener. Puis dès qu'il nous arrive quelque chose, dire ah mon Dieu, que moi, je suis pas chanceuse. Ah, moi, il m'arrive toujours des affaires. Ah, pauvre de moi. Ben, faut pas se victimiser non plus. Hey, la vie est faite de haut et de bas, fille. Ça va être de même tout le temps. Pas nouveau, ça, puis tout, ça va toujours comme ça. Par contre, il faut que tu travailles aussi sur ta résilience puis ta capacité à rebondir. Tu sais, est-ce que tu es une petite chose fragile parce que tu es hypersensible? Moi, longtemps, dans ma grande hypersensibilité, j'ai eu l'impression qu'on me disait que j'étais une petite chose fragile. Comme, toi, tu pleures à rien. Ah, toi. Est-ce que je suis fragile? Peut-être que je l'étais à une période de ma vie, mais maintenant, j'aime mieux dire que je suis anti-fragile. Parce que anti-fragile, ça veut dire que le fragile, il se brise. L'antifragile se renforce à chaque fois. Donc, j'aime bien cette expression d'antifragilité parce que ça me représente mieux que la pauvre petite fragile hypersensible. Oui, je suis hypersensible. Oui, j'ai de la peine facilement. Oui, tu peux me faire broyer facilement. Moi, je broye en regardant des bonhommes, là. On s'entend? Hier, c'était Révolution, je broyais ma vie, mais je broye tout le temps. Mais c'est ma façon d'exprimer mes émotions. Est-ce que je suis une petite chiffre molle pour autant? Est-ce que je suis fragile, pauvre petite chose de moi qui va se craquer? Ben non.
J'ai développé ma résilience puis mon côté anti-fragile, puis je rebondis. Fait qu'il faut développer notre résilience. Puis il faut accepter que la vie, ben, il y a des bouts, c'est dur, puis il y a des bouts, c'est facile. Puis il y a des bouts, c'est ordinaire. Mais, comme je disais, on a la chance d'être en vie. Ça, c'est tellement une grande chance que beaucoup de gens voudraient avoir qui n'ont plus. Hein? On est chanceuse, il faut en profiter de la vie. Puis plus on vieillit, moins il en reste en avant. Il ne faut pas prendre ça pour acquis. Hein? Des fois, dans nos familles, si on commence à dire ce qu'on fait, on va rentrer un peu en bataille avec les gens parce qu'ils ne comprennent pas pantoute ce qu'on fait puis ils ne veulent pas le savoir vraiment. Puis on est en train de se justifier, on est en train de se battre un peu pour expliquer ce qu'on fait, puis on sent bien que la réaction, l'accueil n'est pas bon. Puis souvent, c'est avec l'entourage immédiat, ça, que c'est le pire. Moi, dans ma vie, j'ai décidé à un moment donné d'arrêter de me raconter parce que je me rendais compte que personne ne comprenait puis que c'était pas grave. Quand il y a de l'ouverture, comme là, ce que tu racontes, ton père qui est venu à toi, bien moi, c'est la même chose. Si quelqu'un dans ma famille vient à moi et me demande « Ah ouais, tu fais ça, toi? » Bien, je vais répondre. Mais pour dire vrai, dans nos familles proches, ils ne sont pas si curieux que ça souvent quand ils ne comprennent pas ce qu'on fait. Ils ne veulent pas le savoir. Ils ne posent pas de questions. Fait que moi, j'ai comme deux vies là dans ma vie de famille. Je te dis rien parce que ça n'a pas l'air de t'intéresser. Puis parce que l'expérience m'a prouvé que tu n'étais pas vraiment emballé par ce que je faisais où j'étais. Mais si tu démontres l'intérêt, par contre, je vais m'ouvrir puis je vais parler. Mais c'est quand même assez incroyable que dans nos propres familles, hein, on est peu connus comme ça. Puis qu'on doit attendre qu'enfin il y a un déclic. Mais il y avait un dicton qui disait « Nul n'est prophète dans son pays hein? ». Vous avez déjà entendu ça? Nul n'est prophète dans son pays. Fait que moi, j'ai compris ça, que des fois, il faut choisir nos batailles. Puis des fois, c'est bon d'en parler quand on sent qu'il y a de l'ouverture, que les gens nous questionnent. Mais des fois, moi, je reste très générale, très vague, parce que je le sais que je vais finir enragée, sinon à m'expliquer puis à sentir qu'on me fait filer comme si je n'étais pas normale. Fait que je pense qu'il faut être capable, dans notre belle sensibilité, de sentir quand c'est le moment de parler, puis quand c'est pas le moment de parler, de qu'est-ce qu'on fait. Que ce soit la famille ou les amis proches. Hein. Puis c'est le fun, hein, quand quelqu'un proche comme notre papa ou notre maman nous demande « Ah, qu'est-ce que tu fais? » Ah ouais, puis que tu sens que l'intérêt est sincère. C'est donc bien le fun, hein? Mais je vous le dis, c'est pas si fréquent, malheureusement, dans nos familles de profils un petit peu hors norme. Ce n'est pas parce que tu t'intègres que tu es à ta place. Ça aussi, c'est une image puis une citation que je mets souvent. Est-ce qu'en ce moment, vous vous sentez à votre place, par exemple, dans votre milieu de travail, dans votre vie de couple? On vient de parler de la famille. Souvent, dans la vie professionnelle, par exemple, on s'intègre parce qu'il faut bien gagner sa vie, mais on ne s'intègre pas toujours dans un milieu où on sent qu'on a notre place. On est obligé de faire semblant. Puis ça, c'est important comme sujet quand on est un profil un peu atypique hors norme parce que tu as beau t'intégrer, tu n'es pas nécessairement à ta place, mais il faut faire attention à ne pas trop se suradapter. Ça vous dit quelque chose, ça, la suradaptation? Tu sais, quand on se suradapte, la suradaptation, je pense qu'on vit tout ça un jour, les multis, les indigos. Se suradapter pour rentrer dans le moule, se suradapter pour ne pas faire de vagues, se suradapter pour être comme tout le monde. Mais quand on fait ça tout le temps, quand on le fait trop, ça fait comme avec l'œuf, la coquille se brise. Et à un moment donné, l'œuf, il s'effoire, hein, il tombe, là, il s'ouvre. Là. Fait que là, à un moment donné, c'est comme... Je pense qu'il y a quelque chose là-dessus qu'il faut travailler. Je suis prête à m'adapter, mais jusqu'à une certaine limite. Parce qu'à un moment donné, quand je suis rendue une petite flaque d'eau par terre, c'est peut-être parce que là, je me suis trop adaptée. Là. Puis quand je viens qu'à me demander qui je suis, puis à me poser des questions, puis à douter de moi constamment, puis à toujours me remettre en question, puis à toujours... Ben là, c'est peut-être que je me suis suradaptée. Est-ce que vous vous sentez, vous, que vous avez besoin de vous suradapter ou de trop vous adapter tout le temps pour juste exister? Est-ce que c'est quelque chose qui est présent, ça, dans votre vie, les indigos? Quand tu es rendu que tu te perds toi-même puis que tu n'existes plus toi-même, c'est comme quand je dis des fois, je peux mettre de l'eau dans mon vin, moi, il n'y a pas de problème, je vais en mettre de l'eau dans mon vin. Mais à un moment donné, je mets de l'eau. C'est plus de l'eau que je bois, c'est plus du vin que je bois, c'est de l'eau. Quand votre verre de vin s'est rendu de l'eau, là, c'est parce que vous en avez mis trop de l'eau, là, les filles, il faut sortir de là, il faut arrêter. Puis moi, je regarde toujours, hey, mon voisin, lui, en a-tu mis de l'eau dans son verre? Pourquoi moi, il faudrait toujours que j'en mette dans mon verre? Pourquoi l'autre, il n'en met pas, lui?
Ah, comment ça? Ah, c'est juste moi, il faut qu'il fasse ça dans la vie, mettre de l'eau dans mon vin. Non, 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 non. Non, 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 non. Il faut sortir de là à un moment donné. Moi, ça ne marche pas là. Je veux bien me suradapter parfois, mais je veux que les autres aussi s'adaptent. Je veux qu'on fasse des efforts. D'où l'importance aussi, des fois, de faire du ménage dans notre entourage, hein? Parce que souvent, on est entouré de gens narcissiques, parfois de pervers narcissiques, de manipulateurs. Ces gens-là, ils viennent tous nous chercher notre jus. Ça, il faut faire attention avec ça, surtout quand on est hypersensible, puis qu'on ne voit pas ça, la méchanceté. On est des proies idéales, hein? Il faut faire attention à des gens qui nous entourent, puis régulièrement faire un scan, puis aller voir, attends, dans mon entourage, là, j'ai-tu des gens qui viennent juste me chercher mon jus, là? Ils viennent juste me vider jusqu'à temps que je sois une petite flaque d'eau, là. Puis ça, ces gens-là, il faut vraiment les éliminer de notre vie. Quand c'est plus difficile, c'est quand c'est des gens de notre famille ou des amis proches qu'on a depuis longtemps. Mais en même temps, des fois, dire non à quelqu'un, c'est se dire oui à soi. Ça, c'est important. Parce que si je passe toujours les autres avant moi, bien, c'est sûr que je finis par me dire non à moi. Moi, c'est ce passage-là entre l'adaptation et la suradaptation. Ouais. Et j'avoue que maintenant, mon curseur, parce que bon, pour l'avoir vécu, mon curseur est beaucoup plus tôt dans quand je me rends compte que je commence à avoir des pensées du genre, je pourrais pas lui dire ça parce que sinon, il va réagir comme ça. Mais tu sais, Chantal, je comprends tellement ce que tu Mais dis. je le sais que tu comprends ça. Et qu'à un moment donné, il faut se dire que oui, il y en a des gens méchants, malheureusement. Puis, parfois, ce n'est pas des gens méchants comme des gens souffrants. Oui, c'est ça. Puis, il faut mettre nos limites avant de se faire écraser par ces gens-là qui, c'est pas toujours par méchanceté pure, mais des fois, ils vivent tellement d'affaires dans leur vie où tu es un peu perçu comme une menace pour elles. Est-ce que vous êtes des multis? Parce que là, je vous ai parlé des atypiques, des profils hors normes et tout ça, mais là, je veux vous amener dans ma famille que j'appelle ma famille de multis. Multi avec 2 I. Pourquoi? Parce que multi avec un I, c'est trop normal. Fait que multi avec 2 I, puis vous allez voir le logo, vous allez comprendre pourquoi il y a 2 I. Je vais vous présenter, c'est quoi ça, être multi? Multi. Des gens qui ont des multi-intérêts, qui aiment la multi-activité, qui sont très créatifs, pas toujours, souvent. Des multipotentiels, des slasheurs, des surdoués, des indigos. Il y a tellement de profils atypiques hors normes. Je ne les ai pas tous nommés, évidemment. J'en ai ciblé 3 sur lesquels je m'intéresse particulièrement. Donc, je vais vous en parler de 3 en particulier, puis on peut cumuler plusieurs profils. Hein? Comme moi, j'ai les 3 là. Puis je suis peut-être indigo au travers de ça, puis j'en ai peut-être 2 autres que je ne sais pas. C'est ça être multi-identité, multi-profil, multi-intérêt, multi-passion, multi, 3 petits points. Hein? Être multi, ça veut dire avoir une multiplicité d'identités possibles, une multiplicité d'intérêts. Vous comprenez l'idée? Donc, je vous parle rapidement des 3 principaux types que j'ai eu à beaucoup m'occuper dans ma propre vie avant de comprendre qu'est-ce que c'était, quel genre de bibite j'étais. Puis, les clients que j'ai coachés le plus dans ma vie, c'est ces 3, c'est mes chouchous, ça, c'est ma famille d'appartenance, c'est les gens que j'aime le plus accompagner parce que c'est quelque chose que je connais puis que je peux aider considérablement. Donc, les multipotentiels, évidemment, que j'appelle le caméléon créatif. Le multipotentiel, c'est quelqu'un qui a plein d'intérêts variés.
mais des fois, ils sont complètement décousus, là. Ça n'a pas rapport. Tu sais, je vais vous donner un exemple extrême. Le juge ou l'avocat qui danse le ballet. On ne pourrait pas penser que ce gars-là, il danse le ballet dans la vie. Il y a un côté cérébral. Tu sais, les deux hémisphères que je vous parlais tantôt, regardez à gauche, il est gris. Ça, c'est l'hémisphère gauche, cérébral, analytique, cartésien. Mais l'hémisphère droit, très coloré aussi, très développé. Donc, le multipotentiel, c'est le caméléon créatif. Il peut se promener entre les deux hémisphères. Dans le jour, ça peut être quelqu'un, une femme très, très sérieuse à job, au travail, très, très travail administratif, soutien clérical, quelque chose de très, très straight. Mais dans ses loisirs, elle peut être une artiste peintre, elle peut être une danseuse. Vous comprenez l'idée? Donc, c'est un caméléon créatif que je l'ai appelé, moi, le multipotentiel. Ça, c'est le premier profil. Le deuxième, le slasher, en français, le cumulo-travailleur, parce que slasher, c'est comme le tueur en série en anglais. Sauf qu'il n'y a pas de U à slasher. En anglais, c'est slasher. Mais slasher, si vous tapez ça, là, c'est comme le gars avec sa hache qui tue tout le monde. C'est pas ça. Slasher, c'est slash. Donc, sur votre clavier d'ordinateur, vous avez une barre oblique, slash. Bien, je suis Hélène Brière, coach, slash, conseillère municipale, slash, formatrice, slash. Donc, c'est quelqu'un qui a plusieurs slash dans sa vie professionnelle. C'est une slasheuse, un slasher ou une slasheuse. L'Office de la langue française au Québec dit que c'est un cumulo-travailleur. Bon, c'est la même affaire les deux. Sauf que si vous tapez cumulo-travailleur, il n'existe rien sur Internet. Si vous tapez slasheuse, il y a plein de choses. Donc, moi, j'ai toute ma vie été slasheuse, mais sans trop le savoir. Puis, par moment, si je l'avais su, ben, au lieu de faire des mandats, par exemple, de 3-4 ans, après 3-4 ans d'un nouveau travail, j'avais fait le tour. Au début, j'étais enthousiasmée, je voulais tout savoir, tout connaître. Là, quand j'avais fait le tour, qu'est-ce que je faisais? Je m'ennuyais. Je repartais sur un autre emploi. Pourquoi donc? Ben, parce que j'étais une slasheuse puis je ne le savais pas. Fait que moi, je ne peux pas faire juste une chose dans ma vie. Si je fais juste une job, c'est sûr que je vais finir par m'emmerder. C'est sûr. Moi, si j'avais été juste coach depuis 13 ans, ça fait longtemps que je ne serais plus coach, là. Ce qui m'a permis d'être coach, c'est que j'ai été, par exemple, conseillère municipale de ma ville pendant 4 ans. Quand je sortais de mon bureau de coach puis que je m'en allais à la ville, ça oxygénait ma pratique en coaching. C'est comme des vases communicants d'oxygène, ça. Alors là, j'arrivais à la ville, j'étais plus dans des dossiers cérébrales, analytiques, cartésiens. Je faisais de la recherche, je tripais ma vie. Mais j'avais besoin de sortir de là ensuite pour aller faire autre chose. J'ai fait du yoga du rire, j'ai été formée en rigologie, hémisphère droit, créatif, la joie. Fait que le multipotentiel, le slasher, c'est des gens qui ont beaucoup de diversité dans leurs intérêts. Mais le slasher, c'est vraiment par rapport à la vie professionnelle. Le multipotentiel, c'est par rapport à la vie en général. Mais tu peux être slasher et multipotentiel. D'ailleurs, c'est souvent comme ça, mais pas toujours. Donc, le slasher, c'est quelqu'un qui cumule les slash. Fait que si vous, dans votre vie actuelle, vous faites une job, puis que vous vous emmerdez, puis que vous vous ennuyez, ou si vous avez des emplois que vous gardez en moyenne toujours à peu près le même nombre d'années avant de changer parce que vous n'en pouvez plus, vous mourrez d'ennui, ben c'est peut-être que vous avez intérêt à explorer le slashing. Puis aller voir, OK, au lieu de faire une chose, je peux-tu avoir 2 activités, 3 activités? Moi, à un moment donné, j'en avais 5. Il faut juste être capable de cumuler ça sans s'épuiser parce que le danger du slasher, ben, c'est de tomber en épuisement. Il faut être capable de garder l'équilibre de vie. Mais moi, quand je slash, c'est là que je suis la plus heureuse au travail. Donc, ce n'est pas de la monoactivité, c'est de la multi-activité. Parfois, tu peux être un peu aimer faire un emploi pendant 3 ans, mais juste une chose, aller au bout, puis d'en recommencer un autre après. C'est pas grave. C'est juste important que tu ne te dises pas « Je suis donc bien poule pas de tête, moi. Je suis allée suivre un cours là, pour devenir, je ne sais pas moi, infographe, faire de l'infographie. J'ai suivi un cours de 2 ans. Après 3 ans, je ne voulais plus faire ça. Je suis donc bien une poule pas de tête. » Ben non, tu n'es pas une poule pas de tête. C'est que tu n'as pas compris que toi, tu as besoin de faire plusieurs choses dans ta vie. Fait que fais-les pendant 3 ans, mais tape-toi pas sur la tête après 3 ans si tu as fait le tour. Ou c'est plus plate,
c'est quand tu fais 3 ans d'études pour quelque chose que tu vas faire 1 an ou 2, 3 ans au maximum. Ben là, c'est sûr que si tu vas étudier en médecine, puis que tu étudies 10 ans pour devenir médecin, puis qu'après 2, 3 ans, tu as fait le tour de la médecine, tu vas peut-être t'en vouloir un petit peu. Mais peut-être que si à ce moment-là, tu as besoin d'être stimulé, tu as peut-être intérêt à aller ajouter une activité. Mais là, quand tu es médecin, c'est peut-être un peu dur, là, parce que tu es déjà pas mal occupé. Mais vous comprenez l'idée, donc le slasher slash. Observez votre vie pro. Ouvrez vos horizons. Si vous vous ennuyez, puis si vous revenez toujours à changer d'emploi, peut-être que vous avez besoin de ça. On pourra en parler tantôt. Et le troisième, le haut potentiel, c'est le surdoué. Mais il n'y a pas un surdoué qui aime ça se faire appeler surdoué. Pas en tout. Parce que ça a de l'air prétentieux, je suis surdoué. Comment on fait pour savoir si on est surdoué? Il faut passer des tests. On ne se lève pas un matin en disant je suis surdoué. On passe des tests avec des neuropsychiatres, puis on finit par savoir qu'on a ça. Il y a 3 choses pour être surdoué. Il n'y a pas juste le QI élevé, parce que le QI est plus élevé que la moyenne, c'est sûr. Oui, c'est le premier indice, mais pas que. Tu peux avoir un QI de 150, tu n'es pas surdoué pour autant. C'est le QI. La deuxième, c'est d'avoir de l'hypersensibilité. Puis la troisième, c'est d'avoir un fonctionnement intuitif, un fonctionnement neurologique différent. On appelle le haut potentiel, c'est plus acceptable de dire qu'on est haut potentiel que surdoué. Parce que tu te fais lancer des roches quand tu dis que tu es surdoué. Ah, toi, tu te prends pour quelqu'un d'autre. Mais quand vous allez voir haut potentiel, c'est surdoué. Bon, on n'est pas toujours obligé d'aller passer des grands tests chez un psychiatre. On finit par le savoir. Moi, j'en détecte de plus en plus dans ma pratique. Je ne fais pas de diagnostic, évidemment, mais il y a des indices qui nous amènent à penser qu'une personne peut l'être. C'est important de le savoir parce que si on ne comprend pas comment on est câblé, comment on peut mieux se gérer? C'est difficile. Donc, on a les multipotentiels, on a les slashers, puis on a les surdoués. Est-ce que vous vous reconnaissez dans 1, 2 ou 3 profils? Moi, je cumule les 3 en même temps parce qu'il y a des multis qui ont un profil, il y en a qui en ont 2, puis il y en a qui en ont 3. On appelle ça un profil hybride. C'est que tu as plusieurs accumulations de profils. Est-ce que vous vous reconnaissez dans l'un d'entre eux? Là, vous allez regarder votre navigateur Internet qui est ouvert, là. Si vous avez dans vos navigateurs plus que 5-6 navigateurs d'ouvert, il y a des bonnes chances que vous soyez multipotentiel. Moi, quand je l'ai compté, à un moment donné, j'avais Google Chrome, j'avais Safari, qui étaient toutes loadées de fenêtres. Je devais en avoir 30 au total. Ça, c'est un multipotentiel. Sur combien de projets différents vous travaillez au cours d'une semaine? Ça peut être des projets artistiques, des projets de travail, des projets personnels. Tout est permis, là. 1 ou 2, entre 3 et 5 ou 6 et plus. 6 et plus. Combien de livres y a-t-il actuellement sur votre table de chevet? Puis là, j'entends les tablettes, là. Pas juste les livres, parce que moi, je lis aussi des livres électroniques, là. Puis j'écoute des livres audio, là. Hein? Puis je prends des livres à bibliothèque, puis j'en achète. Combien vous en avez en ce moment en plan, là? J'en ai... Je suis gênée de vous dire combien j'en ai. Je ne voudrais pas que je vous montre mes piles de livres parce que je suis un peu une boulimique de connaissances, moi, fait que j'en ai des livres partout. Vous perdez tout intérêt pour quelque chose une fois que vous l'avez compris. Ben, pas mal. Tu sais, nous autres, là, on aime ça décoller, mais une fois qu'on est en vol, on veut réatterrir, là. Parce que le fun, c'est de décoller. Comprenez? On aime bien, mais on ne reste pas longtemps en vol. Des fois, je dis les multis, c'est des bons sprinteurs, mais ce n'est pas des bons marathoniens. Comprenez? Moi, là, un sprint, moi, vous faire ça, un sprint, mais dis-moi, tu vas faire 20 km, ben, tu es folle, toi, je vais même faire ça, c'est trop long, je vais m'emmerder de faire ça. On est des bons sprinteuses, mais on n'est pas des bonnes marathoniennes tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qu'on ne sera pas bonnes, mais en général, vous avez eu beaucoup de mal à choisir une spécialité à l'école où vous ne saviez pas trop qu'est-ce que vous vouliez faire nécessairement dans la vie au départ. Vous avez essayé, vous avez été à tâtons pour trouver l'affaire. Puis vous n'avez jamais trouvé nécessairement une voie, là, une grande passion qui occupe juste toute votre vie, là. C'est comme des... Moi, je dis souvent qu'être multi, c'est comme dans la vie amoureuse, par exemple.
C'est comme moi, dans la vie amoureuse, bon, j'ai besoin d'avoir un grand amour, mais je ne suis pas fidèle. J'ai besoin d'avoir des petits amours de passage. Comprenez, j'ai comme besoin mais là, je ne fais pas ça dans ma vie amoureuse, là, mais c'est une image. C'est un peu comme ça, être multi. C'est que tu as un grand amour. Moi, le grand amour, c'est le coaching. C'est l'affaire que je fais le plus, que j'aime le plus, c'est le coaching. Accompagner du monde à progresser puis à atteindre des objectifs ambitieux. Ça, c'est mon grand amour. Mais mes amours secondaires, là, comme la rigologie, le yoga du rire, l'intelligence collective, et là, je pourrais vous en nommer des tonnes. Fait que j'ai un grand amour, mais j'ai plein de petits amours. Des fois, je suis infidèle, là. Tu sais, c'est ça être multi. C'est que tu n'as pas juste une affaire dans la vie qui te définit. Une grande passion que tu vas faire toute ta vie. Tu sais, moi, je regarde mon frère, il a travaillé 30 ans à la même place. Ah, mon Dieu, 30 ans. Comment je ferais faire ça? Moi, je serais morte. C'est impossible dans ma vie de penser que je vais être 30 ans à faire le même métier, à moins qu'il y ait plein d'oxygénation qui viennent de toutes sortes d'autres activités en même temps. Ça, c'est possible. Si vous n'aviez pas vu quelqu'un depuis 5 ans, est-ce qu'il serait capable de deviner ce que vous faites maintenant? Ça aurait changé plusieurs fois de sujet. La dernière fois que je t'ai vu, tu faisais quoi donc? Mon Dieu, que ça fait longtemps. 5 ans, c'est comme 5 siècles. Là. C'est passé pas mal de choses en 5 ans. C'est ça, être multi. Un non-multi, il va dire, ben moi, je suis toujours en même job. Ça fait 20 ans, j'aime ça. Je vais toujours faire la même chose. Je suis bien, je continue, ça va bien. Si vous organisiez une fête, là, imaginons que vous organisez une fête hypothétique, là, puis que tous vos amis les plus proches sont là. À quoi ça ressemblerait la foule? Est-ce que ça serait tout du monde pareil ou ça serait un mélange hétéroclite de monde là, avec des profils différents? Que ça ressemblerait à quoi vos amis proches? Est-ce que c'est des gens que vous choisissez là? Bien, souvent, le multi va dire, « Ah, mon Dieu, moi, j'ai une vieille amie de 75 ans qui serait là, puis j'en ai un autre qui a 17 ans, puis j'en aurais à tous les âges, là, tu sais. Ah, OK. Puis j'aurais des straight, des flyés, des artistes, et c'est souvent ça. Je vous donne quelques exemples, là, mais on pourrait en parler. Bien, c'est ça, être multi. Multi-ami, multi-vie, hein? Je pense que vous commencez à saisir qu'est-ce que ça veut dire être multi. Fait que le but de la vie, pourquoi je vous amène là, c'est que je veux vous amener vers le design de vie sur mesure qu'on a besoin quand on est multi. Est-ce qu'il faut subir notre vie ou la choisir? Fait que je vous laisse avec une petite vidéo que j'aime beaucoup justement sur est-ce qu'il faut subir ou choisir notre vie. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle recule, elle a peur. Elle a plein de choses qu'elle a envie de faire dans sa vie, mais elle recule, jusqu'au jour où là, elle en a vraiment marre, puis elle décide de foncer. Moi, ça m'émeut toujours, cette vidéo-là, ben, comme hypersensible. Je ne sais pas si vous avez eu le poil sur les bras, là. Moi, je l'ai eu. J'ai eu les frissons, puis à chaque fois que je la regarde, l'importance qu'il faut vraiment... Oui, moi aussi, je suis émue de cette vidéo-là. Des fois, j'ai quasiment les larmes aux yeux à chaque fois que je la regarde. Ça vient comme chercher en dedans de moi. « Ah ouais, go, vas-y! » Ça me donne le goût de dépasser mes peurs, hein, parce que c'est ça qui fait qu'on n'avance pas dans nos vies. C'est nos peurs, nos croyances limitantes, nos préjugés sur la vie. Puis c'est tellement important.
c'est sûr que là, c'est la coach qui vous parle, mais c'est tellement important de dépasser ça, puis d'avancer, puis d'aller vers ce qui nous passionne, ce qui nous rend plus heureuse, plutôt que d'hésiter après ça, trop réfléchir, puis reculer finalement. Qu'est-ce que c'est une vie réussie pour moi? Ben, c'est une vie qui est joyeuse, qui est bien vécue. C'est une vie qui est épanouissante, satisfaisante. Je suis satisfaite de ma vie. Puis c'est une vie sans regret. Puis je vous dis ici, la vie, c'est un jeu. Il faut explorer, partir à l'aventure, s'amuser. Il ne faut pas rester dans une vie qui ne nous convient pas, que ce soit dans une vie de couple, une vie au travail. La vie est tellement courte. Puis là, je vous donne quelques trucs de coach je vous dis que la qualité des questions que vous vous posez, c'est souvent ça qui va déterminer la qualité de votre vie. À l'inverse, le peu de questions de qualité que vous vous posez fait que vous allez rester dans des situations que ça ne vous convient pas vraiment parce que vous ne vous posez pas les bonnes questions. Donc, je vous ai mis quelques exemples de questions plus puissantes que vous pouvez vous poser par rapport à votre vie régulièrement. Comment je peux m'épanouir davantage et rendre ma vie meilleure? Comment je peux m'épanouir davantage et rendre ma vie meilleure? Avez-vous remarqué que ce n'est pas une question qu'on peut répondre par oui ou non? Fait que des questions puissantes, c'est des questions ouvertes que vous êtes obligé de réfléchir puis d'élaborer. Vous ne pouvez pas dire oui ou non. Qu'est-ce qui manque actuellement dans ma vie? Qu'est-ce qui bloque? Comment je peux devenir plus forte, plus audacieuse, plus confiante? Comment? Voyez-vous, c'est beaucoup le comment. En coaching, on s'intéresse beaucoup au comment. Parce que les pourquoi, là, pourquoi est-ce que je suis bloquée? Pourquoi est-ce que je ne suis pas capable de quitter mon mari? Pourquoi est-ce que je reste dans un job que je n'aime pas? Les pourquoi, pour moi, c'est des cul-de-sac. Parce que même si tu te demandes pourquoi 100 ans, tu ne trouveras pas de solution. Le comment ouvre les perspectives. Comment puis-je changer d'emploi, trouver un emploi qui me respecte davantage? Oh, là, tu es obligé de te mouiller un peu plus. Fait que les pourquoi, c'est utile, mais il ne faut pas rester là, il faut tout de suite aller dans le comment. Comment sortir de mes habitudes et de ma zone de confort? Comment être plus dans l'action, moins dans la réflexion? Qu'est-ce que j'attends? Voyez-vous, ça, c'est tous des exemples de questions qu'on peut se poser qui nous aident à constamment aller faire un scan de notre vie pour voir si on est heureuse. Une vie, là, c'est pas fixe. Il ne faut pas se poser ces questions-là la veille du jour de l'an pour établir des résolutions qu'on ne tiendra pas, là. Régulièrement, aller faire des scans. Comment ça va dans ma vie amoureuse? Comment ça va dans ma vie pro, dans ma vie perso, dans ma vie spirituelle? Est-ce qu'il y a des choses que je devrais changer? Mais ça, c'est des résolutions qu'on doit prendre toute l'année. Souvent, on se pose ça la veille du jour de l'an, là. Puis on l'oublie le lendemain. Donc, c'est important de garder ça en tête. Il faut continuer de travailler sur notre design de vie à peaufiner pour qu'on ait plus de plaisir. Là, je vous présente une dernière vidéo. Malheureusement, elle est en anglais, mais elle est sous-titrée en français. Je ne l'ai pas trouvée en anglais, puis en français, puis je n'ai pas eu le temps de la traduire. C'est justement la vie dans laquelle on ne se pose pas de questions, puis qu'on embarque dans l'entonnoir de tout, comme la rat race. Là, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. La rat race, c'est la race de rats. C'est comme on fait la même chose que tous les petits rats. Les petits rats s'en vont à gauche, on s'en va à gauche. J'aime beaucoup ça. Ça dit, d'Alan Watts, ça dit que la vie, c'est une danse. Je vous la mets, puis là, je vais vous la mettre en gros plan, puis on se reparle après, OK? That existence, the physical universe, is basically playful. There is no necessity for it whatsoever. It isn't going anywhere. That is to say, it doesn't have some destination that it ought to arrive at. But that it is best understood by analogy with music. Because music, as an art form, is essentially playful. We say you play the piano. You don't work the piano. Why? Music differs from, say, travel. When you travel, you are trying to get somewhere. One doesn't make the end of a composition the point of the composition. If that were so, the best conductors would be those who played fastest.
And there would be composers who wrote only finales. People go to a concert just to hear one crashing chord, because that's the end. Same way in dancing. You don't aim at a particular spot in the room. That's where you should arrive. The whole point of the dancing is the dance. Now, but we don't see that as something brought by our education into our everyday conduct. We've got a system of schooling which gives a completely different impression. It's all graded. And what we do is we put the child into the corridor of this grade system with a kind of, come on, kitty, kitty, kitty. And yeah, you go to kindergarten, you know, and that's a great thing because when you finish that, you'll get into first grade. And then, come on, first grade leads to second grade, and so on, and then you get out of grade school, and you've got high school, and it's revving up, the thing is coming. Then you're going to go to college, and by Jove, then you get into graduate school, and when you're through with graduate school, you go out to join the world. And then you get into some racket where you're selling insurance, and they've got that quota to make, and you're going to make that. And all the time, the thing is coming. It's coming, that great thing, the success you're working for. Then when you wake up one day about 40 years old, you say, my God, I've arrived. I'm there. And you don't feel very different from what you always felt. By expectation. Look at the people who live to retire and put those savings away. And then when they're 65, they don't have any energy left, they're more or less impotent, and they go and rot in an old people's senior citizens community. Because we've simply cheated ourselves the whole way down the line. We thought of life by analogy with a journey, with a pilgrimage, which had a serious purpose at the end, and the thing was to get to that end, success or whatever it is, or maybe heaven after you're dead. But we missed the point the whole way along. It was a musical thing, and you were supposed to sing or to dance while the music was being played. For more interesting videos like this one, please subscribe. J'aime beaucoup cette vidéo-là, c'est juste que j'aime pas qu'elle soit en anglais, mais je trouve qu'elle est tellement forte dans le sens de formatage qu'on nous donne, hein, de dire, il faut que tu suives ce chemin-là, toi. Moi, je vous invite vraiment à faire autre chose, puis c'est le design de vie sur mesure des multis que j'appelle. Qu'est-ce que c'est ça du design de vie? Ben, c'est d'être capable de régulièrement observer sa vie puis de la reprogrammer. D'être capable de modifier ce qu'il y a à modifier dans notre vie pour qu'elle nous ressemble plus puis qu'elle réponde plus à nos aspirations. Pas attendre à 70 ans, le jour où on va être retraité. La vie, elle passe maintenant. C'est maintenant que c'est important de la rendre satisfaisante et épanouissante. Je vous montre un petit peu ce que je veux dire par design de vie. Là, regardez autour de vous, tout ce que vous avez dans votre maison a un jour été designé par quelqu'un. Là, ici, l'image qu'on nous montre, c'est Steve Jobs avec le fameux iPod en 2004. Vous vous rappelez quand l'iPod est sorti, c'était quelque chose, le iPod, là. Ça fait longtemps qu'on est rendu ailleurs du iPod. Hein. Regardez la grosseur qu'il y avait en plus. Aujourd'hui, plus personne n'a iPod, on a nos téléphones. Mais le design, ça façonne le monde. Un problème à la fois, parce qu'un produit est créé parce qu'il y a un problème. Regardez autour de vous, comme je vous disais, chaque création qu'il y a autour de vous a un jour été un problème. Le téléphone aujourd'hui, il est rendu tellement évolué, mais il y a eu des versions du téléphone avant d'arriver à ce qui est aujourd'hui. Bien, votre vie, c'est la même chose. Il y a eu des prototypes de ce téléphone-là qui ont été régulièrement améliorés. Il faut prototyper notre vie aussi. C'est ça que je veux vous dire. Donc, en prototypant sa vie, bien, il y a des façons. Moi, nous, ce qu'on utilise dans ma communauté, c'est le design thinking. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ça, le design thinking? Et je vous en amène des choses nouvelles aujourd'hui. Il faudrait que je revienne parce qu'il y a beaucoup de stock. C'est une façon de penser, une façon de réfléchir, beaucoup plus créative, puissante, qui nous permet de trouver des solutions, de générer plus d'idées, d'avoir plus de solutions, d'idées nouvelles, d'ouvrir nos perspectives. Au lieu d'avoir une pensée fermée, on est dans une pensée ouverte.
Donc, il y a différentes étapes au design thinking. Aujourd'hui, je ne vous donne pas trop de détails parce que le but, ce n'est pas de vous former en design thinking, mais c'est de vous dire qu'on utilise cette méthode-là, nous, dans nos formations, dans notre approche, pour aider à apprendre comment penser d'une façon plus créative, pour trouver des solutions plus créatives. Donc, quand on fait du design de vie, je vous présente rapidement le processus. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On commence par faire l'état des lieux, c'est l'étape numéro 1. Où on en est. Aujourd'hui, je suis où? On va regarder après où on va aller. Mais aujourd'hui, je suis là. Fait qu'on fait un état des lieux. On va aussi regarder c'est quoi que je vis, qu'est-ce que j'aime pas. On se fabrique une boussole en 2. Ben là, on va réfléchir sur c'est quoi ma conception de la vie et du travail. Est-ce que vous vous êtes déjà fait cet exercice-là? Peut-être c'est quelque chose que vous pourriez faire après la rencontre. Vous asseoir avec une feuille, puis en 10-15 lignes maximum, écrire c'est quoi ma conception de la vie? Si j'avais à écrire un manifeste, là, une déclaration, je ne veux pas dire par là tout ce qui doit être inclus dans ma vie pour que je sois heureuse. Je crois en quoi, moi, par rapport à la vie? Ma conception de la vie, mes croyances envers la vie, c'est quoi? Si j'avais à déclarer devant un groupe, voici ce en quoi je crois par rapport à la vie, ce serait quoi? Et souvent, on va parler de nos croyances, de nos valeurs. On va déclarer des choses. Faire un exercice de conception de la vie, conception du travail, c'est très puissant, mais c'est difficile. On aide nos gens là-dedans parce que ce n'est pas toujours évident. Puis, il ne faut pas écrire un roman. Parce que quand on est multi, on écrit 10 pages. Non, 10 lignes, 15 lignes max. Fait que ça t'oblige à te raccourcir, puis ça t'oblige à aller chercher l'essentiel. C'est ça en quoi tu crois pour ta vie puis pour ta carrière. Puis la boussole, c'est quand tu mixes les deux ensemble, que tu sais ce que tu crois dans la vie, que tu sais ce que tu crois par rapport au travail, bien après, c'est ta boussole qui te permet de pouvoir te diriger dans ta vie. Est-ce que la décision que je m'apprête à prendre est en cohérence avec ça? Avec ce que je crois sur la vie et sur le travail. Puis souvent, si on avait fait cet exercice-là, on ferait des meilleurs choix. Parce qu'on pourrait s'en servir comme canevas pour dire, attends, la décision que je m'apprête à prendre, est-ce que c'est en cohérence avec moi ou pas? Puis, on s'entend qu'une réflexion sur la conception de la vie et du travail, c'est en constante évolution. On devrait faire ça plusieurs fois dans l'année parce que ça peut changer. Donc, on fait l'état des lieux, on fabrique une boussole à partir de notre conception de la vie et du travail. Ensuite, on veut s'orienter. Donc, quand on est dans la phase d'orientation, on va tenir un journal des bons moments, puis on va aller voir dans ma semaine, c'est quoi les activités que j'ai faites qui m'ont procuré du plaisir, de l'engagement, dans laquelle je me sentais comme dans le flux, dans le flow. Vous avez déjà entendu le flow, l'expression être dans le flow? On n'a plus connaissance de rien. Moi, quand je suis dans la conception créative, je peux faire ça 5 heures, puis on dirait que ça fait 1 heure. Tu lèves la tête puis tu n'as pas vu le temps passer. On va aller identifier dans notre vie, c'est où les moments où je suis dans le flow puis où je ne le suis pas du tout. Pour après ça, être capable d'aller créer plus de moments où je vais être dans le flow. On a d'autres étapes dans le design de vie où on va plus travailler sur élargir nos horizons. Bien, quand on élargit nos horizons, on est en train de faire des cartes mentales. On est en train de générer des idées. Important dans le fait de générer des idées. Quand on veut créer des idées pour répondre à pour trouver des solutions à nos principaux problèmes ou blocages, bien, il faut en trouver beaucoup. Il ne faut pas se dire, je vais en trouver juste une. Fait là, on est ensemble puis on s'aide à créer le plus d'idées possible. On est en train d'élargir nos horizons. Et ces idées-là vont nous aider à trouver des solutions. On dessine des vies, c'est-à-dire qu'on va faire on appelle ça les projets d'Odyssée. C'est qu'on va se dire, si j'avais à choisir 3 vies différentes, ça serait quoi mes 3 vies différentes? Fait, 1 étant celle que j'ai en ce moment ou que je voudrais avoir. 2 étant, si celle que je veux avoir s'arrêtait d'un coup sec, je ferais quoi? Puis 3 étant, si tout devenait possible puis qu'il n'y avait plus aucun problème d'argent puis que tout était ouvert, je ferais quoi? On va avec 3 lignes parallèles pour inventer des designs de vie. Pourquoi on fait ça? Si on cherche une solution idéale pour notre vie, le cerveau va bloquer. C'est impossible. Pour développer la créativité, il faut toujours avoir plusieurs lignes de pensée en même temps. Et une fois qu'on a sorti 3 possibles vies, bien, on conçoit des prototypes qu'on va aller tester parce qu'on ne change pas de vie comme ça, surtout quand on a une famille. On va aller faire des prototypes de vie qu'on va tester, valider dans la vraie vie avant de faire des switches.
et on va finir par choisir. Ça, c'est tout le processus de design de vie que j'enseigne dans les formations qu'on offre au multi, puis qu'on peut faire facilement, mais c'est sûr que ça prend un certain accompagnement parce qu'il y a une méthode, il y a un processus, puis le design thinker, c'est vraiment le design thinking que je vous parlais tantôt, c'est vraiment la trame de fond de ça. Fait que je reviens avec vous parce que le design de vie, c'est pas quelque chose de très connu. Puis pourquoi on devrait designer sa vie? Ben, c'est justement pour pas subir sa vie, mais la choisir. Puis qu'est-ce qui fait qu'on reste dans des vies qui ne nous conviennent pas en ce moment ou qui ne nous ressemblent pas? Bien, comme je vous disais tantôt, c'est vraiment la majorité du temps, c'est qu'on est bloqué ou on pense que ce n'est pas possible. Moi, là, je vais vous dire très honnêtement, si j'avais... Quand je suis devenue coach dans l'équipe de Frank Nicolas, on s'entend que Frank Nicolas, c'est un des plus grands coachs en ce moment. Internationalement. Si je m'étais dit, je veux devenir coach dans cette équipe-là, c'est impossible pour moi d'aller dans cette équipe-là. C'est arrivé par hasard. C'est pas vrai, par synchronicité. Mais si moi, dans ma petite tête d'humain, j'essaie de me dire, je veux devenir coach dans l'équipe d'un des plus grands coachs du monde, ben, je ne trouverai jamais comment faire. Il faut que je génère plein d'idées possibles pour amener ça à moi. Ben, c'est un peu ça le mindset du designer. Puis, ce que je vous envoie comme question, c'est avez-vous un mindset de designer actuellement dans votre vie où vous avez des murs qui vous empêchent de croire que c'est possible ce que vous avez envie? Moi, je voulais travailler par Internet. Je ne voulais pas avoir des clients dans mon bureau. Je ne travaille maintenant que par Internet. L'année passée, je suis partie 2 mois travailler en Floride. Je faisais mes coachings de la Floride. Là, je m'en vais 3 mois en Nouvelle-Calédonie, puis à Bali, je vais travailler de là-bas. J'ai ouvert mes horizons, puis j'ai créé des possibilités, puis des solutions sont arrivées. Est-ce que votre mindset vous permet d'imaginer des choses qui vous semblent inaccessibles en ce moment? Est-ce que vous êtes capable d'imaginer que c'est possible? Ou est-ce que votre façon de penser vous encarcane, puis fait en sorte que vous n'avez pas l'importance que vous n'avez pas l'impression que c'est possible? Le mindset du designer, c'est vraiment d'ouvrir les horizons, d'ouvrir les possibilités, puis de générer des idées, puis ensuite d'agir. Fait que je vous retourne la question. Qu'est-ce qui vous bloque actuellement dans votre vie? Avez-vous des blocages, des problèmes qui font en sorte que vous n'êtes pas capable de créer une vie qui vous ressemble plus ou une vie qui serait plus épanouissante ou une vie que vous rêvez depuis longtemps? Qu'est-ce qui fait que vous restez actuellement dans une situation où vous auriez peut-être envie qu'il se passe d'autres choses? Quel est votre mindset par rapport à créer une vie qui vous ressemble, qui est épanouissante? Une vie que quand vous allez, au jour de votre mort, vous allez dire « Oh, mon Dieu, que j'ai vécu la vie que je voulais, là. » Une vie vraiment satisfaisante, épanouissante. Qu'est-ce qui vous empêche, à votre avis, en ce moment? C'est qu'une fois que tu t'es posé les bonnes questions, il va arriver des réponses. Puis là, tes peurs grossissent. Parce que la peur, c'est comme, l'image que je donne tout le temps, c'est comme la peur, c'est comme quelqu'un qui frappe à ta porte. Toc, 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 toc. Voici ma peur, la peur de l'argent qui arrive, la peur de me retrouver isolée. Qu'est-ce qu'on fait, nous, la majorité des humains? Oh, la peur! On ne rouvre pas la porte. On va se cacher dans la salle de bain et on espère qu'elle va partir. Mais là, la peur est encore là, tu n'as pas ouvert la porte. Elle cogne de plus en plus fort. Bang, bang, bang! C'est la peur du manque d'argent. Laisse-moi rentrer. Tu ne la laisses pas rentrer. Puis là, à un moment donné, elle défonce presque la porte, elle est rendue dans ta maison. Puis là, ben, tu as peur d'elle parce que tu es dans la peur. Tu n'es pas dans « Attends, je veux savoir ce que tu veux me dire. » Qu'est-ce qu'elle fait, la peur? Elle s'installe dans ta chambre d'amis. Puis là, elle reste là. Puis à tous les jours, tu la croises. Oh! Alors que si tu avais ouvert la porte, puis que tu avais dit à la peur, attends, viens t'asseoir, viens me dire qu'est-ce que tu veux me dire. Puis que tu aurais écouté ce qu'elle venait de dire, tu aurais pu défaire ensuite ça, puis dire, hey, je te remercie. Oh, tu m'as fait prendre conscience de plein de choses, puis j'ai trouvé des solutions. Maintenant, je vais te raccompagner. Tu ne défais pas la chambre d'amis à la peur pour qu'elle s'installe. La peur, c'est comme les émotions, c'est fait pour nous traverser, c'est pas fait pour nous habiter. Donc, dans le fait de prototyper sa vie, c'est là où c'est important d'aller tester, valider nos hypothèses. Il n'y a pas de pensée magique dans ce que je vous raconte. Je ne crois pas à ça, la pensée magique. C'est du gros bon sens. C'est une façon de positionner son mindset, mais c'est aussi de suivre un processus qui nous permet de faire des changements importants dans nos vies, qui nous permettent d'être plus heureux, plus épanouis, d'avoir une vie plus satisfaisante. Puis tout le monde est capable de faire ça.
Que ce soit dans la vie pro, dans la vie perso, dans la vie amoureuse. Il ne faut pas accepter en conclusion de rester dans des vies qui ne nous rendent pas pleinement heureux. Bon, il n'y a pas de recette miracle parfaite, mais moi, je pense qu'il faut continuer d'avancer puis d'agir dans nos vies. Parce que quand on est multi, quand on est indigo, on a plein d'envies. Puis la vie est courte, on ne peut pas attendre à la retraite, là. Puis il ne faut pas subir. Moi, je pense que c'est ça ce que je voudrais vraiment vous laisser, c'est qu'il ne faut pas subir nos vies. On a tous des blocages. On a tous des peurs. C'est humain, ça. Puis on a tous aussi des préjugés sur la vie, des schémas mentaux, que des fois, ça vient de notre famille, là. Des idées puis des préjugés sur nous-mêmes ou des idées et des préjugés sur la vie qui fait en sorte qu'on se limite. Mais à la minute où on ouvre nos horizons, il y a tellement de possibilités qui peuvent venir à nous. Moi, je le vis, j'en reviens pas. J'en reviens pas à quel point on se limite puis on joue petit parce qu'on y croit pas dans le fond. C'est fou. Puis ça, c'est vraiment, si on était capable d'analyser, faire une autopsie de votre tête, là, c'est dans vos pensées, dans vos émotions, dans vos croyances. Il y a un travail de mindset à faire de base parce que ça commence par des idées, ça devient des émotions, ça devient des humeurs, ça devient des états d'être. Puis souvent, on traîne des choses qui ne nous appartiennent pas, de notre famille. Hein? On est formaté par notre famille, veut pas. Mais aussi, il faut être capable d'être bien entouré de gens qui sont capables de nous tirer vers le haut, puis sont capables de nous aider à sortir de nos schémas limitants. Je vais dire ça comme ça, là. On a tous ça, là. Il n'y a pas personne qui est mieux que l'autre, là. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est que chacune d'entre vous, vous êtes capable de changer votre mindset, d'avoir plus d'idées bonnes, puis de trouver des solutions à vos principaux problèmes, puis de designer votre vie pour qu'elle vous ressemble plus, puis que vous soyez plus heureuse dedans, à tous les niveaux. Ça, c'est tellement important. Moi, c'est ma mission de vie d'aider les gens à faire ça. Puis là, il t'arrive des choses. Moi, mes amis me disent, toi, ta vie, on dirait que c'est comme si c'était un film. Il t'arrive des affaires, toi, c'est épouvantable. Ben oui, mais c'est parce que je les provoque, là, ça n'arrive pas. Il n'y a pas de pensée magique, là. Qu'est-ce que ça résonne en dedans de vous, là? On va aller vers la conclusion avec ça, mais ce que je viens de vous dire par rapport au fait de se designer une vie sur mesure, là, qu'est-ce que ça vous fait vivre en dedans? Comment vous réagissez à ça? Designer sa vie, c'est comme si on réussit à transformer le désespoir en détermination, l'échec en innovation. On est capable d'aller chercher le meilleur de la vie. Mais est-ce qu'on va vivre des hauts et des bas? Bien sûr. Mais on va être dans une vie qui va nous ressembler plus, puis on va être dans une vie qu'on va constamment améliorer. C'est pas, là, je m'occupe de ma vie cette année, mais après ça, je suis 5 ans que je ne fais plus rien. C'est comme du prototypage. Hein? C'est comme si Apple décidait, là, il est correct, l'iPhone, on arrête de l'améliorer. Notre vie, pourquoi on arrêterait de l'améliorer? Au lieu de faire des résolutions du nouvel an, le prototypage, c'est de dire, regarde, là, ma version de vie, là, c'est la 2000.1 aujourd'hui. Après ça va être 2000.11. 2000, on va continuer d'améliorer notre prototype, notre design de vie. C'est un travail qui est en constante évolution. Si vous vous intéressez au sujet que je vous ai partagé aujourd'hui, design de vie, le fait d'avoir un profil singulier, le fait de vivre sa vie et non pas de la subir, je vous invite à me suivre. Chantal va mettre des liens que vous allez pouvoir... J'ai un groupe privé qui s'appelle l'Espace Multi sur Facebook, l'Espace Multi avec 2 I. Vous pouvez faire une demande d'adhésion, répondre aux 3 questions, puis je vais vous accepter dans mon groupe. On a des projets qui s'en viennent de formation, 2 programmes de formation, un pour plus les gens qui veulent mieux vivre puis assumer leur singularité, un autre sur le design de vie, quelqu'un qui veut vraiment designer sa vie, qui a réglé un peu ses bébites puis qui se dit, là, je suis prête à designer ma vie. On a 2 formations qui s'en viennent en 2023. Puis, on va lancer aussi une plateforme collaborative, des espaces de coworking pour avoir une communauté d'entraide, d'intelligence collective, pour être capable d'aller plus loin ensemble. Si vous tapez mon nom, vous allez me trouver sur Facebook, sur Instagram. Il y a plusieurs endroits. Puis, le groupe plus privé en ce moment, c'est l'Espace Multi. On est sur YouTube aussi. J'ai une chaîne Hélène Brière Coach, une chaîne multi. Bref, je suis un petit peu partout. Je suis assez facile à trouver. Un petit peu partout, pareil comme une multi. C'est là d'une multi, on dirait.
T'as l'air de multi. En tout cas, je trouve on dirait que tu sais de quoi tu parles, là. Merci, Hélène. J'avais tellement hâte que tu viennes. Je savais que ça allait parler à beaucoup d'entre nous. Oui, comme je disais, c'est ça, on est en famille ici, dans le sens où est-ce qu'on est pas mal tous des neuroatypiques. On pense tout en arborescence. On a toute une manière similaire de faire les choses. Ouais. Similaire et différente, c'est tout le temps ce que je dis. Se finir peut-être avec un mot de la fin. Ouais, ben, j'ai été vraiment heureuse d'être avec vous autres, les filles, puis d'échanger avec vous autres. Puis ça passe vite, hein, mon Dieu. Il me semble que j'aurais eu plein de choses à vous dire encore. Fait qu'hésitez pas à me suivre, soit à Hélène Brière Coach ou dans l'espace multi. Merci, Hélène. Puis, là-dessus, passe À une belle journée. bientôt. Salut tout le monde. Bye bye.